La Lune, on peut tous la voir depuis chez nous. Elle est tellement familière qu'on finit par oublier qu'elle n'est pas à portée de main. On ne s'en rend pas compte, mais l'espace entre nous et elle est si vaste qu'on pourrait y faire tenir toutes les planètes du système solaire. Et pour franchir ce gouffre, les ingénieurs ont dû redoubler d'efforts. Aujourd'hui, on vous emmène dans l'histoire d'une mission que l'on n'attendait plus. 50 ans après le programme Apollo, l'humanité a repris la route de la Lune. Bienvenue à bord d'Artemis 2. 3, 2, 1, booster ignition, and lift off. Le 2 avril 2026, à Cap Canaveral, une fusée a pris son envol. Mais ce n'est pas juste un lancement de plus, c'est le début du retour de l'homme vers la Lune à bord d'un colosse de 98 mètres appelé SLS. C'est cette fusée orange vif que vous voyez là. Alors la première chose qu'on peut se demander, c'est pourquoi cette couleur ? Eh bien c'est une question de pure chimie. Cette couleur, c'est celle de la mousse isolante qui entoure le réservoir d'hydrogène liquide. Stockée à une température de moins 253 degrés Celsius, sans cette couche de mousse, la fusée gèlerait instantanément au contact de l'air humide de la Floride. À l'usine, la mousse est jaune clair, mais dès qu'elle est exposée au soleil, elle bronze et vire à l'orange à cause des UV. Mais pourquoi ne pas la peindre en blanc ? Eh bien tout simplement parce que peindre un monstre pareil ajouterait près de 300 kg sur la balance. Sauf que dans le spatial, chaque gramme compte. La NASA a donc préféré économiser le poids de la peinture pour pouvoir envoyer plus de matériel vers la Lune. À son sommet se trouve la capsule Orion. Et à l'intérieur, 4 humains. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Cook et Jeremy Hansen. Et le but dans tout ça, c'est envoyer ces 4 astronautes faire une boucle là où plus personne n'est allé depuis plus d'un demi-siècle. Ce qui est fascinant avec la SLS, c'est que c'est une machine de transition. On est à la croisée des chemins entre l'héritage des navettes spatiales et le futur de l'exploration lointaine. Pour comprendre cette fusée, il faut regarder ses composants. Les ingénieurs de la NASA n'ont pas tout réinventé en partant d'une feuille blanche, loin de là. Ils ont carrément fait du recyclage de haute technologie. Pour ça, il suffit de regarder les moteurs principaux installés sous le SLS. Ce sont les mêmes moteurs que ceux fixés à l'arrière de la navette spatiale dans les années 80, 90 et 2000. Certains de ces moteurs ont d'ailleurs déjà volé plusieurs fois dans l'espace. Pour construire la première version de cette fusée, ils ont littéralement pioché dans les restes du programme des navettes spatiales en récupérant un stock de 16 véritables moteurs de vol RS-25. Et les 2 boosters blancs sur les côtés, ce sont des versions allongées et améliorées des boosters de la navette. Mais à l'époque, on utilisait ces moteurs pour de la routine. Elles servaient à monter à 400 km d'altitude, en orbite basse, juste assez pour construire la Station Spatiale Internationale. Donc la transition, elle est là. La NASA a pris ces technologies du passé, fiables et éprouvées, mais elle a changé d'échelle. Elle a renforcé leur isolation thermique, modernisé leur ordinateur de bord pour en faire un monstre de puissance. Au lieu de ramener la navette sur Terre pour la réutiliser, cette fois, on pousse les moteurs à 109% de leur capacité et on brûle tout. La SLS sacrifie cet héritage pour une seule chose, accumuler assez de vitesse pour s'arracher définitivement à la Terre et viser la Lune. C'est à l'heure actuelle la seule fusée capable d'envoyer Orion, des astronautes et du matériel sur la Lune en un seul lancement. En parlant d'Orion justement, c'est la seule partie du vaisseau conçue pour revenir intacte. C'est un concentré de paradoxes. Elle doit être à la fois un cockpit ultra technologique, un laboratoire de pointe et une maison pour 4 personnes suspendues dans le vide. À son bord, les milliers de boutons physiques ont laissé la place à des écrans épurés et ces ordinateurs peuvent corriger une trajectoire au millième de seconde près sans aucune aide humaine. Mais sa véritable prouesse ne se voit pas. Elle se cache dans son blindage. Contrairement à la Station Spatiale Internationale, qui tourne à l'abri du champ magnétique de la Terre, Orion s'aventure dans l'espace profond, là où les radiations solaires détruisent les cellules humaines et l'électronique. Orion, c'est tout simplement le véhicule le plus sûr jamais construit pour affronter le milieu le plus hostile qui soit, l'espace. Et sous Orion, il y a l'ESM, le module de service européen, une fierté française. C'est le cerveau logistique du vaisseau. 11 km de câblage, 33 moteurs, c'est lui qui gère l'oxygène, l'eau, l'électricité. Si on compare Orion à une voiture, alors l'ESM serait tout ce qu'il y a sous le capot. Et maintenant que la machine est prête, vient le moment tant attendu. Cela fait des années que le monde entier attend ce moment, le compte à rebours commence, le silence se fait sur la côte de Floride, et soudain... And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. De 0 à 28 000 km/h en seulement 8 minutes, l'entraînement devient concret. L'équipage encaisse 3G. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, lors du décollage, la gravité est tellement forte que leur poitrine pèse 3 fois leur poids. À cet instant, leur propre corps devient leur ennemi. Victor Glover, le pilote, décrira plus tard cette sensation non pas comme une explosion, mais comme une poussée constante et implacable, comme si la Terre refusait de les laisser partir. On accepte d'être écrasé par la physique pour le privilège de conquérir l'espace. Une fois dans l'espace, le silence revient.
Vivre dans Artemis 2, c'est vivre à 4 dans 9 mètres cubes. On oublie souvent la logistique de l'humain dans le vide spatial. Pour dormir, pas de chambre individuelle, ils dorment côte à côte, presque comme des lits jumeaux flottant dans leur sac de couchage. Là-haut, on parle de toilettes à 23 millions de dollars. Ça fait rire, mais c'est un défi d'ingénierie majeur. En apesanteur, un liquide qui s'échappe n'est pas juste sale, c'est une menace mortelle pour l'électronique de bord. On vit dans une machine où chaque goutte de sueur, chaque gramme de déchets doit être aspiré et maîtrisé. Si je vous parle maintenant de nourriture dans l'espace, vous pensez à quoi ? Une bouillie gélifiée, des pilules avec tous les condiments nécessaires ? Eh bien, contre toute attente, on mange bien là-haut. L'équipe de recherche a fait un travail colossal. Poulet aux haricots, tortillas, brocolis. L'équipage peut même de temps en temps se faire plaisir en étalant parfois du Nutella sur leur tortilla. Avec eux, l'équipage a embarqué une carte SD un peu spéciale. À l'intérieur, aucun fichier technique, mais une liste. Les noms de millions de personnes à travers le monde qui ont inscrit leur identité sur le site de la NASA avant le départ. Alors on pourrait croire que c'est juste un petit coup de communication pour le fun, mais en vrai, c'est une vraie tradition dans le spatial. La NASA fait ça depuis les années 70, comme quand ils ont envoyé des disques d'or gravés dans les sondes voyageurs. Ces disques étaient remplis d'informations concernant la Terre, un peu comme une bouteille à la mer, mais qu'on envoie dans l'espace cette fois-ci. Pour Artemis, cette carte SD, c'est une manière pour la NASA de nous faire participer à l'aventure. Parce qu'on ne va pas se mentir, personne ne peut s'acheter un billet pour la Lune. Mais en laissant tout le monde inscrire son nom, ils créent un lien. C'est leur façon de rappeler que ce voyage n'appartient pas juste à ces 4 astronautes, mais un peu à tout le monde. Une façon de dire, on y va ensemble. C'est une fois que la Terre est derrière eux que le vrai voyage commence. Dans l'espace, on ne va pas d'un point A à un point B. On ne vole pas. La trajectoire d'Artemis 2 s'appelle une trajectoire de retour libre. C'est un immense 8 dessiné dans notre système solaire. L'idée est aussi géniale que terrifiante. On lance le vaisseau avec juste assez de vitesse pour qu'il soit capturé par l'attraction de la Lune, qu'il en fasse le tour et que la gravité lunaire le fronde naturellement vers la Terre. C'est une assurance vie gravitationnelle. Si les moteurs tombent en panne au milieu du voyage, la physique fera le travail pour vous. Vous revenez à la maison, que vous le vouliez ou non. C'est la différence entre la technologie humaine, qui peut échouer, et la mécanique céleste, qui est infaillible. Mais pour dessiner ce 8, il faut s'éloigner. Vraiment très loin. Artemis 2 va pousser la capsule Orion à plus de 400 000 km de la Terre. À cette distance, on atteint un point de bascule psychologique. On dépasse le record absolu d'Apollo 13. L'équipage devient l'entité humaine la plus isolée de l'histoire. Plus ils avancent, plus la Terre rétrécit jusqu'à devenir une bille qu'on peut cacher derrière son pouce. Tout ce que vous avez jamais connu tient dans ce petit cercle bleu, suspendu dans un néant total. C'est ce que les astronautes appellent l'Overview Effect. Victor Glover et son équipage parlent de cette petite Terre. On ressent sa fragilité de manière viscérale. Contrairement à la Lune, on voit que la Terre est vivante, ses formes et ses couleurs changent constamment. Et une fois que leurs yeux s'habituent à l'obscurité, les astronautes voient aussi le cosmos en 3D. Ce n'est plus un ciel étoilé plat comme sur la Terre, c'est une immersion totale dans la galaxie. On se sent minuscule, insignifiant en tant qu'individu, mais étrangement connecté à tout ce qui existe. Il leur aura fallu un peu plus de 4 jours de voyage pour combler la distance entre la Terre et la Lune. 4 jours durant lesquels l'équipage n'a pas chômé. Avant même d'arriver près de la Lune, ils ont dû enchaîner les tâches de préparation. Tester manuellement le pilotage d'Orion pour s'assurer que les commandes répondent au millimètre en cas de panne informatique, vérifier les systèmes de survie et calibrer les instruments scientifiques de reconnaissance. Mais à mesure que la Lune approche et finit par occuper tout l'espace visuel à travers le hublot, la routine s'interrompt. Ce n'est plus un astre lointain, c'est la Lune, et elle est là, juste sous leurs yeux. Ils s'y sont préparés depuis des années, et le moment est enfin venu. Sous leurs yeux se trouve un monde géologique complexe, un désert de cratères et de reliefs qui défile à quelques milliers de kilomètres d'eux seulement. L'équipage commence alors son travail d'observation directe, photographiant les structures de la surface pour documenter ce survol historique. C'est la dernière étape pratique avant de basculer dans l'inconnu, la face cachée de la Lune. Pour les 4 humains à l'intérieur, c'est le moment où ils perdent leur seul lien avec la Terre. Pendant 40 minutes, le signal radio est coupé par 3500 km de roches lunaires. 40 minutes dans un silence radio absolu, sans aucune aide à portée de main si un problème survient. 40 minutes à observer ce que presque aucun humain n'a jamais vu, seul. Malgré la charge de travail immense, l'équipage s'arrête. Ils prennent un moment pour commémorer ce qu'ils voient, car aucun humain sur Terre n'a ce privilège. Parce que oui, la face cachée de la Lune porte bien son nom. À cause de la trajectoire de la Terre et de la Lune, cette face n'est jamais visible depuis chez nous. Alors oui, ils en profitent. L'émotion devient palpable et au moment de survoler le cratère que vous voyez là, Christina Koch a une idée.
En hommage à la défunte épouse de Reed Wiseman, elle propose à l'équipage de nommer ce cratère Carol. Un moment suspendu où la science s'efface devant l'amitié et le deuil. C'est aussi là qu'ils assistent à un spectacle irréel. Le soleil passe derrière la lune. Voilà ce que Jeremy Hansen déclara plus tard. Pour lui, c'était trop magique, trop irréel. Puis la courbe continue. La gravité les renvoie vers la lumière, le signal revient, la Terre se lève à nouveau à l'horizon, et pour la première fois du voyage, la trajectoire ne les éloigne plus, elle les ramène. Mais faisons une petite pause avant de rentrer à la maison. En tant qu'observateur extérieur, l'une des grandes questions que l'on peut se poser, c'est pourquoi renvoyer des humains vers la Lune ? Pourquoi dépenser autant d'argent pour aller à un endroit où nous sommes déjà allés ? Pourquoi prendre ce risque alors qu'on a des sondes capables de prendre des photos d'une qualité exceptionnelle ? D'abord, parce que les solutions créées pour survivre là-bas finissent toujours par servir ici, sur Terre. Quand la NASA invente des filtres à eau ultra compacts pour Apollo, elle crée la technologie de nos carafes filtrantes. Quand elle cherche à miniaturiser les caméras de ses sondes, elle invente les capteurs qui équipent aujourd'hui nos smartphones. Quand vous passez un scanner ou une IRM à l'hôpital, vous utilisez des algorithmes de traitement d'images créés à l'origine pour nettoyer les photos floues des premières missions lunaires. Mais c'est aussi pour répondre aux questions fondamentales, sommes-nous seuls ? Que représentons-nous ? Artemis 2 est une campagne de reconnaissance. Ils identifient les sites d'atterrissage pour les futures missions, cherchant la glace dans l'ombre des cratères du pôle sud. Pourquoi faire ? Parce que cette glace, ça pourrait être le carburant de demain. Et la science passe aussi par le corps des astronautes. En acceptant de participer à cette mission, l'équipage d'Artemis 2 devient des cobayes volontaires. Chaque battement de cœur est une donnée pour rédiger le manuel de survie de l'espèce humaine dans le cosmos. En voyant cette petite Terre entourée d'un or absolu, on réalise que notre existence est un scénario improbable. C'est trop unique pour être une erreur. Et comme ils le disent eux-mêmes, c'est ok de ne pas savoir, ce sont les questions qui comptent, parce que rien ne remplacera les humains. Ce qu'ils observent derrière la Lune, c'est ce qu'on appelle les terres hautes. C'est la croûte d'origine de la Lune, sa roche la plus vieille, formée il y a plus de 4 milliards d'années. Comme il n'y a ni vent ni pluie pour l'user, cette surface est restée intacte. C'est un désert saturé de montagnes et de milliers de cratères superposés. En gros, les astronautes ont sous leurs yeux la mémoire fossile du système solaire. Un paysage figé dans le temps depuis la naissance de la Lune. Et en scrutant la texture des cratères et les nuances de gris du régolithe, ils identifient en temps réel les sites d'atterrissage pour les futures missions. Mais la science a un prix. Et ce prix, c'est le retour. Revenons au chaud dans notre capsule, car oui, il va commencer à faire chaud. Très chaud. Pour rentrer, Orion doit se séparer de l'ESM, ce module européen qui les a maintenus en vie, qui a géré chaque bouffée d'oxygène et chaque watt d'énergie, et largué pour brûler seul dans l'atmosphère. C'est le sacrifice nécessaire. La descente est amorcée, Orion s'est séparé de l'ESM et tombe. Elle tombe dans l'atmosphère à 39 000 km/h. À cette vitesse, l'air n'est plus un gaz respirable, c'est une enclume. La compression est si violente qu'elle crée un manteau de plasma à 2800 degrés Celsius. À l'intérieur, les astronautes ne voient plus les étoiles. Ils voient un enfer orange par les hublots. C'est le moment où tout repose sur la côte. Ce bouclier thermique n'est pas qu'une simple plaque de métal, c'est une matière vivante qui pèle volontairement, emportant la chaleur avec elle centimètre par centimètre. On se rappelle d'Artemis 1, où le bouclier s'était usé de manière imprévue, et donc pendant 6 minutes, le monde retient son souffle. Car si une seule strate de cette résine flanche, comme lors de la mission Artemis 1, la physique ne fera pas de cadeau, et les astronautes pourraient finir carbonisés. Mais enfin, l'air finit par gagner la bataille, et la vitesse chute. Après des années de réflexion sur ce bouclier thermique, il a fait son travail et a survécu à la descente. On est le 10 avril 2026. 2h07, un impact dans le Pacifique, la radio crépite à nouveau, et enfin, les astronautes sont de retour. Ils ont encore le mal de l'espace, leurs muscles pèsent une tonne sous la gravité terrestre, mais ils viennent de faire quelque chose que l'humanité avait désappris, traverser le vide absolu, repousser les frontières et revenir sur Terre pour nous raconter l'histoire. Alors qu'est-ce qu'on retient d'Artemis 2 ? On pourrait se dire que c'est beaucoup d'argent pour une simple boucle de 10 jours, que c'est une répétition générale un peu chère, mais c'est une erreur de perspective. Il s'agit là de la validation d'une infrastructure. On ne va pas sur la Lune pour y planter un drapeau et repartir comme on le ferait pour un selfie devant un monument. On y va pour transformer ce vide en quelque chose de plus grand. On a envoyé ces 4 humains pour vérifier que le chemin était toujours sûr, pour s'assurer que nos machines, nos boucliers et nos trajectoires sont prêts à supporter le poids de nos ambitions. La Lune n'est plus un astre mort, c'est notre nouveau laboratoire. C'est la station-service avant Mars, et le 10 avril, quand la capsule a touché l'eau, on n'a pas seulement terminé une mission, on a rouvert une porte que nous avions laissée fermée pendant 54 ans. Désormais, quand vous regardez la Lune, ne voyez plus un voisin, voyez une destination, parce que cette fois, on a bien l'intention d'y rester. Merci d'avoir fait le voyage d'Artemis 2 jusqu'au bout avec nous. N'hésite pas à t'abonner et à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour tout savoir de l'actualité spatiale avec Galaxy Gazette.